Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Winckelmann, réflexion sur l'imitation des œuvres grecques en peinture et en sculpture. Jonathan Joachim Winckelmann. Né en 1717, il s'intéresse à la langue et à la civilisation de la Grèce antique. Il se convertit au catholicisme pour aller vivre à Rome au milieu des œuvres d'art. Idéal de beauté de son professeur Hauser. Souffrant de la décadence de l'art, baroque, rococo et réalisme. Goethe évoquant Hauser, un idéal de beauté dont le caractère essentiel était la simplicité. Il enseignait que rien n'est vrai que ce qui est simple. Cet idéal du beau avait été réalisé par les anciens et qu'on le ferait renaître en s'en inspirant. Prédilection de Winckelmann pour la peinture allégorique. Beauté de la Madone Sixtine de Raphaël acquise par Dresde en 1753. Ainsi Christian Ludwig Eichhorn, ennemi du réalisme, du laid et du répugnant, et pour qui l'art doit décrire la nature à l'état de repos. Beauté de la forme, au moderne, d'acquérir l'exactitude et la noblesse de la forme du contour. Rubens n'a pas réussi, là où Michel-Ange a atteint la perfection. Supériorité des chefs-d'œuvre de la sculpture grecque antique. L'opuscule de Winckelmann reçut un accueil favorable. Seuls les érudits professionnels crièrent « haro » sur cet intrus qui osaient pénétrer dans un domaine où ils étaient maîtres exclusifs et incontestés. Haneke, agressif et odieux, attaque même la personne dans sa vie privée. Il confia après sa mort qu'il avait eu peur d'être remplacé par lui. L'opinion de Lessing, Herder et Goethe est pour nous la plus instructive et précieuse. Ils sont d'accord pour reconnaître en lui une âme vraiment antique, un grec né en Allemagne, mais dont la patrie véritable était l'Athènes de Périclès. Le mérite de Hauser avait d'avoir découvert le germe qui dormait dans son âme et de permettre de lui développer. Autodidacte, il avait la passion d'enseigner à autrui ce qu'il avait appris lui-même. L'idéal de beauté s'opposait aux erreurs de son temps. La conception de Goethe sur l'hellénisme fut déterminée par Winckelmann. Il contribua donc à la naissance et la formation de l'esthétique classique en Allemagne. L'unique voie qui nous permet de devenir grands, inimitables et d'imiter les anciens. Imiter non pas la nature, mais exclusivement les anciens. Détournant les artistes de la réalité pour favoriser un idéalisme abstrait, froid, sans vérité et sans vie. Contradiction d'imiter un modèle pour devenir soi-même original. Le premier sens d'imiter s'appelle faire une copie, un portrait, c'est la voie qui aboutit et aux formes des Hollandais. Le second est la vie qui conduit au beau général et à des images idéales de ce beau. C'est celui-là qui était adopté par les Grecs. Pas de copie des chefs-d'œuvre, mais ils s'en inspireront pour atteindre à leur tour le beau universel et en donner une image idéale. Imiter les anciens signifiait s'inspirer d'eux sans pouvoir rivaliser avec eux. Il recommandait non une imitation servile, une simple copie, mais une admiration raisonnée de l'art antique pour créer un art moderne ayant même valeur. Pas de pastiche, mais des œuvres d'art moderne selon le même idéal. Sans étouffer l'originalité de l'artiste moderne, fruit d'une somme considérable d'expérience. Il est bien plus sage de procéder comme Raphaël. Il se mit à l'école de l'art antique, plus sûr des procédés, et se mit à étudier la nature. Conseiller aux élèves de commencer par la nature est le chemin qui induit à l'erreur, et en les empêchant d'être originaux. Diderot signala qu'un Raphaël était un artiste de génie, alors que de simples talents s'arrêteront en chemin. En copiant les tableaux d'un maître, l'élève s'habitue à voir par les yeux d'un autre et perd l'usage des siens. La vérité s'oublie et l'imagination se remplit d'actions, de positions et de figures fausses, apprêtées et ridicules. Diderot et Chardin déplorent que l'étude des modèles précède celle de la nature vivante. Il faut apprendre à l'œil à regarder la nature. C'est le supplice de notre vie. 5-6 ans devant le modèle avant de nous livrer à notre génie.
si nous en avons. Winckelmann a introduit dans l'esthétique cette notion de beauté idéale. Il a découvert cette notion abstraite par intuition, Heinrich Schönstein. Il est précurseur du classicisme plutôt que le père de l'académisme. Imiter la nature de la meilleure manière. De représenter les personnes à la fois ressemblantes et plus belles. Le portrait doit être ressemblant, mais plus beau que le modèle. Exemple d'Evodus donnant le profil grec à Julie, la fille de l'empereur Titus. Une nature plus belle et plus parfaite. On reconnaît aux peintres de l'Antiquité la supériorité du dessin et de l'expression, et pour la sculpture le contour, la draperie, l'expression. En revanche, infériorité sur les perspectives et le coloris, la peinture d'animaux et le paysage. Rubens, le plus grand, a suivi le modèle grec. Pas d'architecture, car ce n'est pas un art d'imitation, mais de création et d'invention. Il n'examine les lois de la beauté que dans les œuvres des arts plastiques. Les arts plastiques rivalisent avec la poésie en Allemagne. Attrait irrésistible du dramatique. L'artiste grec n'imite pas la nature telle qu'il la trouve, mais comme elle le demande. Elle ne veut pas reproduire la nature commune, mais seulement la belle nature. Selon Winckelmann, non seulement le laid, mais ce qui est simplement commun, c'est-à-dire incapable de faire naître l'impression de beauté, est exclu de l'art, l'œuvre d'art, par les anciens grecs. Lessing partage cette idée. Chez les anciens, la beauté fut la loi suprême des arts plastiques. En représentant le laid, l'artiste courait le danger de devenir un objet de mépris. Observer cette loi était une obligation, à son fondement dans l'essence même des arts plastiques. Valeur absolue qui ne saurait être impunément violée par ceux qui voudraient représenter le laid, le répugnant ou l'horrible. Si la peinture en tant que simple art d'imitation peut exprimer le laid, elle s'interdit de l'exprimer en tant qu'art du beau. Goethe et Schiller interdisent la reproduction du laid et du commun, même en poésie. Pour Goethe, l'artiste devrait se tenir à l'intérieur des limites du beau et jamais les franchir pour pénétrer dans le domaine du commun et du laid. Selon Winckelmann, les artistes grecs ne se sont pas contentés de reproduire uniquement la belle nature qu'ils avaient sous les yeux dans les gymnases, les spectacles et les fêtes, mais ils se sont fait une loi de la reproduire plus belle que dans la réalité. Quelque chose de plus que la nature plus belle et plus parfaite. Certaines beautés idéales consistent en des images conçues par le seul entendement, commentateur de Platon. Les artistes grecs vont encore plus loin. Ils commencèrent à concevoir à propos des beautés particulières des parties isolées du corps et des proportions du corps dans son ensemble. Notion générale qui s'élève au-dessus de la nature elle-même. Leur modèle idéal fut une nature spirituelle conçue par le seul entendement. Notion s'élevant au-dessus de la forme ordinaire de la matière, les Grecs représentant ainsi les dieux et les hommes. Dans cette conception, l'artiste grec n'est pas un simple imitateur, mais un véritable créateur d'une réalité nouvelle. Ces artistes avaient compris l'idéalisation du réel. Ils élevèrent la nature concrète dans les régions du suprasensible, dépouillés des imperfections humaines, humanité d'une dignité plus haute, écartant l'une après l'autre les formes trop accentuées du réel. La beauté suprême est d'essence et se ramène au divin en partant de la forme du corps humain, l'idée d'éternité étant inséparable de celle de divinité. Forme juvénile, rappelant l'éternelle jeunesse des dieux, écartant les signes distinctifs de l'éphémère et du périssable. L'emploi de la belle ligne effaçant les angles et les aspérités, la belle forme exprimant la grandeur et le sublime. Tout contribuait à produire une impression de grandeur dans et par la simplicité. Entre le caractéristique et le beau, le premier étant simplifié. Caractère presque féminin d'Hercule, ou d'Achille, ou Thésée. La noble simplicité de la belle forme exprimant la noblesse des sentiments et la grandeur calme. La belle forme révèle la noblesse d'âme, alors le but suprême de l'art, qui est la beauté idéale, est atteint. Importance attribuée à l'expression par Winckelmann. Lessing réduit la notion de beauté idéale à la justesse des calculs et des proportions. La forme en soi, la belle forme, possède à ses yeux une valeur absolue.
la beauté de l'œuvre d'art ne pouvant être obtenue que par l'idéalisation du réel. Cette conception ignore la flamme divine de l'inspiration. Schiller avait déclaré qu'une représentation poétique ne peut jamais coïncider avec le réel. La beauté idéale a une valeur morale, ce qui le rend semblable à la divinité. La grandeur d'âme apparaît dans l'état de repos et d'harmonie, état d'unité. L'artiste doit être un penseur capable d'exprimer l'immatériel, l'idée, un sentiment, Winckelmann. Le connaisseur aura ainsi de quoi penser, et le simple amateur apprendra à penser. La beauté exprime l'âme, et l'artiste n'y parvient qu'avec son habileté technique. L'expression doit être sacrifiée à la belle forme. L'artiste est comme le poète, un créateur. Malheur au peintre qui a sacrifié la beauté à l'expression. Lessing condamne l'allégorie en peinture, car le propre de la peinture est de représenter des corps avec leurs propriétés physiques. Enlever l'âme et la forme n'est qu'un masque, Herder. Deux conditions s'imposent au poète et à l'artiste, qu'il s'élève au-dessus du réel et qu'il reste dans les limites du sensible. Ainsi prend naissance l'art esthétique. La beauté est synonyme de vérité, et par vérité, il faut entendre le choix fait entre les éléments de la réalité en reproduisant l'universel. La vérité imposant d'exprimer et de reproduire l'essence même de chaque objet. Noble simplicité et grandeur sereine. Raphaël nous fait découvrir cette âme immortelle. Dans Laocoon, on lit le cas pathologique d'un héros vaincu par la souffrance et tout près de rendre le dernier soupir. Laocoon. Winckelmann alimenta la querelle des gens anciens, des modernes et des anciens. L'imitation ne fut jamais une fin en soi, mais un moyen de parvenir à une reproduction originale. Son enthousiasme fut mis au service d'une connaissance incomplète et imparfaite, qui devint plus étendue et plus solide au fil du temps. L'œuvre est de 1755. L'unique moyen de devenir grand et illimitable, c'est d'imiter les anciens, si c'est possible. « Prends mes yeux », dit Nicomaque, peintre grec né à Thèbes au IVe siècle avant Jésus-Christ. Parole rapportée par Stobé, Florilège 59. À un ignorant qui voulait critiquer l'image, Hélène de Zeuxis, brillant peintre de l'Antiquité en -464, -358. Et tu verras en elle une déesse. Laocoon était pour les artistes de la Rome antique une règle parfaite de l'art. Plus que la nature, c'est la beauté idéale de cette nature. Toute déformation du corps était évitée avec soin. Alcibiade n'apprit point de jouer de la flûte pour ne pas se déformer le visage. Aristote rapporte que les Grecs faisaient instruire leurs enfants dans l'art du dessin, car cela les rendait plus aptes à examiner et à juger la beauté des corps. Supériorité de cette beauté sur la nôtre, c'est le sentiment intérieur qui donne à l'œuvre un caractère de vérité. Les sentiments d'humanité, les Grecs les avaient empêchés d'introduire des spectacles sanglants dans leur liberté florissante. Loi représenter les personnes ressemblantes et en même temps plus belles. Loi suprême des artistes grecs, représentant une nature plus belle et plus parfaite. La beauté sensible donnant à l'artiste la belle nature. La beauté idéale lui donna les traits sublimes. À la première, il emprunta le caractère humain, à l'autre le caractère divin. Bernini contesta aux Grecs l'avantage d'une plus belle nature, attitude et expression d'une grandeur sereine, douleur manifestée par aucune violence dans le visage et l'ensemble de l'attitude. Plus c'est calme l'attitude du corps, et plus belle et apte à montrer le vrai caractère de l'âme. La notion de contraste rend une œuvre d'art parfaite, sereine, mais ni indifférente ni sans vie. Tout dans les œuvres de la Phage, le grand dessinateur, est mouvement. Tous les arts ont une double fin. Ils doivent à la fois plaire et instruire. Polyclète, statuaire et architecte grec du IVe siècle avant Jésus-Christ, auteur du Diadaménos et du Doryphore, cette dernière œuvre fut dite le canon de Polyclète, d'après Pline qui voyait en elle le modèle parfait de l'art plastique. Prométhée, fils du titan Japet et frère d'Atlas. Ayant formé l'homme du limon de la terre, il déroba pour l'animer le feu du ciel. Jupiter le fit clouer sur le Caucase,
où un vautour devait lui dévorer éternellement le foie, fut délivré par Hercule, héros de la tragédie d'Eschyle, Prométhée, enchaîné. Winckelmann, réflexion sur l'imitation des œuvres grecques en peinture et en sculpture. Merci.